y a eu les rebelles qui rentraient dans la ville à Beau et on les entendait dans la rue. On dit qu'ils ne s'arrêtent pas dans notre maison parce qu'on savait que c'était éventuellement la machette, etc. Je m'appelle Martine Hainaut et je travaille depuis 1991 avec Médecins sans frontières. Il fut assez long, parce qu'en fait, oui, en sortant d'humanité, j'aurais voulu faire l'éducation physique et la kiné, parce que j'aimais beaucoup les sports. J'avais très bien terminé mes humanités, puis on m'a dit, bon, il faut faire une branche un peu plus, disons, intellectuelle. Et donc j'ai fait la pharmacie, mais toute la pharmacie, les 50 pharmacies. Les études, je pense, même peut-être plus difficiles que médecine, parce qu'il faut comprendre, quoi, chimie, physique et tout ça, c'était quand même très poussé. Et puis quand j'ai terminé à pharmacie, les gens à la première licence, je me suis dit, oh, la médecine, ça me tente. Et puis bon, j'ai quand même tout fait en me disant, bon, je ne sais pas si c'était un bon calcul. Et puis alors j'ai recommencé médecine en deuxième candie. Et là, j'ai gagné 1 an. J'aurais pu gagner 2 ans, mais je n'ai pas été trop bien conseillée. Et puis quand j'ai eu fini disons, les stages en médecine, disons que la chirurgie, je trouve ça quand même très très chouette. Et je pense que si j'avais peut-être pas fait la pharmacie avant, j'aurais fait une branche peut-être plus intellectuelle, style médecine interne. Mais j'en avais un peu assez d'étudier, quoi. Et puis la chirurgie, ça me bottait vraiment énormément. Parce que même quand j'étais, même pas de garde, quand je faisais les stages, j'allais assister à des interventions, c'était vraiment très 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 chouette. Puis il y a la chirurgie, il y a toute cette emphase autour de la chirurgie. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on appelle un bloc opératoire en anglais. The theatre. Donc c'est déjà tout. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. C'est tout un ensemble, tout un travail d'équipe. Il y a une atmosphère quand même très particulière. Et puis il faut aimer, hein, parce qu'il y a des médecins qui oh, la chirurgie, non. Moi je trouve ça passionnant, quoi. Mais c'est-à-dire, oui, les gens qui n'ont pas de spécialisation, ben, il faut aller faire la médecine tropicale à Anvers. Mais comme j'avais ma spécialisation de chirurgien, je n'ai pas dû faire, quoi. Mais en général, disons tous les médecins généralistes, peut-être que des gens qui ont le diplôme d'urgentiste, peut-être les choses ont tellement changé, mais théoriquement, il faut faire médecine tropicale à Anvers ou ailleurs, quoi. Disons, de toute façon, c'est disons la vocation, entre guillemets, de médecin. Ça, c'est, je pense, dans tous les domaines, c'est pareil. En plus, avec, disons, Médecins sans frontières, ce qui est très positif, c'est qu'on se rend utile, quoi. On se sent utile à aller dans des endroits quand même très, très éloignés. Est-ce qu'on se dit, bon, de toute façon, bon, si sa personne n'est pas là, ils trouveront quelqu'un d'autre, ok. Mais c'est assez extraordinaire de se retrouver dans des endroits tout à fait perdus. Puis le contact avec les gens, avec les patients, est quand même assez limité parce qu'il y a toujours un problème de langue. Il y a très peu de patients avec qui on peut parler directement en français ou en anglais. Je peux donner un exemple, par exemple au Timor. C'était le premier pays à avoir son indépendance au XXIe siècle. C'était juste après le clash, Xananas Gusmao avait été élu le premier président et tout ça. C'est une île qui n'est pas très grande et chaque vallée a sa propre langue. Donc, quand on veut parler avec le patient, enfin, c'est un casse-tête. Hein. Il y a déjà une première traduction, puis une deuxième traduction. Alors, en plus, c'était portugais, une ancienne colonie portugaise. De façon en générale, c'est l'anglais qu'on utilise. Et vous vous rendez compte que l'anamnèse est assez... ce concours de l'anamnèse est un peu... Ça aide, mais... Alors, vous posez une question, et puis blablabla pendant 10 minutes. Mais non, c'est oui ou non. Vous avez mal depuis hier, depuis une semaine, depuis un mois, et blablabla. Non, soyons précis, quoi. Là, c'est un peu...
c'est pas ça, il y a le sourire des patients et tout. On opère un enfant, puis la maman toute heureuse, son enfant allait probablement mourir. Mais le contact avec la population est quand même assez limité, quoi. Et alors, il y a quand même aussi la vie en collectivité. Hein. Alors, plus on prend un peu d'âge, disons que c'est un peu dit, on se retrouve avec des gens assez jeunes. Et parfois, je me dis, mais j'ai l'âge des parents de mes confrères. C'est un peu. Mais bon, c'est quand même assez passionnant. On trouve toujours quand même quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Et ce qui est toujours. Ça, c'est extraordinaire avec MSF. De temps en temps, il y a des clashs. Hein. Mais bon, on n'a pas fait des vœux de bons frères ou de bonnes sœurs. Et on se retrouve avec des gens de milieux très différents, de cultures parfois très différentes aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'expatriés étrangers. Par exemple, je peux donner un exemple, au Sud-Soudan, il y avait un infirmier pakistanais, il vit avec nous, nous vivons de façon européenne, et quand il parle de son épouse au Pakistan ne sort pas toute seule, quoi. Alors, il voit des femmes qui vivent à l'européenne, et c'est assez incroyable parce qu'on se dit que quand il rentre dans son pays, directement sa façon de vivre va revenir, quoi. Ça, c'est, disons, aussi très enrichissant de rencontrer beaucoup de cultures, etc. Disons, il y a ce point très positif, c'est qu'on se sent quand même utile, quoi. Ça c'est, je pense, principal. Et puis bon, il y a une partie aussi de découverte d'une culture différente. Enfin, il faut savoir aussi qu'avec MSF, le plus souvent, on va dans des endroits qui sont dangereux, donc on n'a pas non plus la liberté de sortir comme on veut. Finalement, les plus chouettes missions, c'est les missions où on a quand même l'occasion d'aller au marché, d'avoir un contact avec la population. Mais elles ne sont pas très nombreuses, ces missions-là, quoi, parce que le plus souvent, c'est quand même dans des contextes d'insécurité et de guerre. J'avais une mission où c'était pour une épidémie de fièvre typhoïde, où là, donc, il n'y avait pas du tout d'insécurité, mais c'était un plaisir, quoi. Et c'était très drôle, sur un marché, j'avais trouvé une dame qui faisait des gaufres avec un vieux gaufrier. Enfin, vous n'avez sûrement pas connu, moi j'ai connu ça, ma maman avait ça encore, où on retournait comme ça un truc tout à fait métallique sur le feu, on remuait, et probablement qu'elle avait récupéré ça d'un ancien colon expatrié. Alors elle faisait des petites galettes le matin, je courais vite avant le bloc. Il n'y en a pas encore. Ah ben ça, je repasserai à midi, hein, vous me les mettez sur le côté. Mais ça c'est génial, quoi. Mais c'est pas dans toutes les missions qu'on a un contact comme ça avec la population. Alors moi j'essaie toujours le maximum d'avoir ma liberté, point de vue mobilité. Si j'ai l'occasion d'avoir un vélo, ça c'est très chouette, parce que sinon on est toujours obligé d'attendre une voiture pour rentrer à la maison, etc. Ou alors parfois le compound MSF est dans l'hôpital, comme dans la dernière mission à Bangassou. Ça c'est très pratique, parce qu'on peut aller voir les patients comme on veut. Et quand on a chaque fois demandé une voiture pour retourner à la maison, pour retourner à l'hôpital, ça c'est un peu galère, quoi. Ouais. Ah, comme chirurgie. Ah, mais la principale chirurgie que j'ai faite, je pense, ce sont les césariennes, quoi. Et ça, ici, bon, un chirurgien généraliste ne fait pas, hein, ce sont des gynécos. Moi, je suis chirurgien généraliste. Ici, en Europe, c'est principalement le mou que le généraliste fait, hein, le digestif principalement. On se dirige un peu vers l'endocrino, des choses comme ça. Mais là-bas, la chirurgie que j'ai fait le plus, ce sont les césariennes et les hernies. Et les hernies, pas des petits machins, hein, des hernies. Moi, j'en ai vu, comme on voit dans les images, qu'on appelle ça, litrées, je crois, hein, où le gars a un hydrocèle plus une hernie, quoi. Je vais vous montrer une photo. C'est comme sur une charrette, enfin sur une brouette. Hein. C'est vraiment ça que j'ai vu, hein, des trucs inimaginables. Et les hommes ont beaucoup de hernies. Je pense aussi, c'est parce que ils font des travaux terribles, quoi. Quand on les voit pousser. À Niamey, par exemple, il y a le pont qui sépare les deux côtés de la ville de Niamey. C'était avec la coopération belge, on travaillait de l'autre côté du fleuve.
Et on voyait les gens pousser des sacs, je ne sais pas combien de kilos, et monter, redescendre. Et la descente est aussi pénible, parce qu'il faut retenir la charrette. Et ça, naturellement, bon, c'est bien que les orifices inguinaux ne sont pas toujours très bien. Et donc les hernies, ça c'est le plus fréquent. Ça c'est le plus que j'ai fait, césarienne, hernie. Et alors la chirurgie, surtout la chirurgie infectieuse, hein, tout ce qui est abcès, myosite, fasciite nécrosante aussi. Ce qu'ici, bon, un abcès ça arrive, mais là-bas, les gens, ils ont une blessure. En général, ça s'arrange heureusement tout seul, mais ils arrivent avec des... Il m'est arrivé une vieille maman qui vient avec un doigt. Elle venait pour un pansement. J'ai dit un pansement. Poum, j'ai enlevé le doigt. C'était nécrosé, c'était une nécrose sèche, quoi. Elle était toute comme ça. Une nécrose humide, parfois ça remonte, mais une nécrose sèche, heureusement, ben, je dis voilà. Le doigt était à la poubelle, quoi. Et beaucoup de chirurgie infectieuse aussi. La myosite est quelque chose qu'on ne rencontre quasi pas ici en Europe. Hein. C'est principalement là alors c'est souvent des staphylodorés. Je suis un jour revenue avec des abcès d'ailleurs aussi, staphylodorés. Puis bon, ça s'arrange. Au début, ben, ma première mission, c'était 5 mois. Au début, c'était des missions de 6 mois en général. Les 3 premières, c'était 6 mois. Et puis au Rwanda, je suis restée 3 ans. Mais avec je revenais une fois par an, alors pendant un mois. Et puis après, Timor, 18 mois. Haïti, 6 mois. Puis alors après, je suis partie avec la coopération belge pendant plusieurs années. Et puis alors après, ben, les missions étaient nettement plus courtes. Et disons que parfois j'aurais pu rester plus longtemps, mais un jour j'avais les doigts en compote, mettre les doigts dans les abcès, ça n'a plus bougé, c'était terrible. Et ici, les missions, j'aurais dû partir maintenant, j'avais dit oui, 4-5 mois, c'est bien, parce que je connaissais aussi les conditions de vie, ce qui fait revenir, c'est parfois après un certain temps, les conditions de vie sont quand même pas trop... un peu difficiles, mais de plus en plus, bon, MSF assure à son personnel qui part là-bas des bonnes conditions, quoi. Quand je compare comme les premières missions dans les années 90, et maintenant, en général, c'est quand même beaucoup mieux, quoi, hein. Tout en restant quand même basique, hein, mais on a quand même l'eau, l'électricité, un frigo. Quand on va dans des endroits où il fait très très chaud, non, il y a une nette amélioration dans les conditions de vie, quoi. C'est un peu une option, hein. Alors au début, là, les premières missions, quand on part, il y a les amis qui disent oh, et puis après, ah tu pars, tu reviens quand? C'est un choix de vie. Moi, quand je vois des jeunes comme ça, je leur dis à partir d'un moment donné, il faut quand même faire attention parce que moi, je ne me suis pas rendu compte, les années ont passé, et puis finalement, ben, j'étais là, je suis. Mon rêve, c'était pas de faire ça. Mon rêve au départ, ça aurait été de faire une grande famille avec beaucoup d'enfants. Et puis bon, la vie a fait que ça a changé de direction. Et bon, ce que j'ai vécu, c'est assez extraordinaire. Mais parfois, je dis aux jeunes, faites attention, parce que vous êtes embrigadés dans une mission, une autre mission, et puis on revient, on est fatigué, on se repose, et puis on propose une mission suivante. Et disons que, bon, moi, ça m'a très bien convenu, mais il faut penser à ça, quoi. Je dis aux jeunes, faites attention, parce qu'une fois que vous êtes un peu dans le milieu, et puis... Alors, il y a aussi des gens qui veulent monter dans la hiérarchie MSF. Bon, en tant que chirurgien, de toute façon, on reste chirurgien, etc. Mais des gens, médecins ou infirmiers ou infirmières, ben, ils peuvent grimper en étant plus vraiment sur le terrain, mettant en capital, etc. Bon, entre nous, merci parce que c'est du boulot plus administratif, mais c'est une possibilité de carrière aussi, quoi. On peut grimper dans MSF, ça c'est évident, mais il faut aimer le style santé publique, c'est-à-dire de la médecine assise, ça n'est pas du tout pour moi, quoi. Ça, je sais bien,
c'était une consoeur, enfin elle était infirmière et on la poussait à mais non, on reçoit beaucoup de formations avec MSF pour grimper et de devenir responsable. Et elle a dit non, 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 moi je veux rester infirmière, quoi, proche du patient et ça c'était une option, quoi. Oui, oui. Ça dépend un peu. La première fois, c'est évident que moi, c'était en Éthiopie, donc en 91. Premier contact avec l'hôpital africain. J'avais été donc en Éthiopie, c'était à Diridawa. Et donc, c'était à la limite mon premier contact aussi avec l'Afrique noire. Donc, puis je vois les gens, je dis, mais je vais jamais les reconnaître. À l'époque, tous les Éthiopiens avaient la petite moustache, les cheveux tout pareils. Je dis, mais c'est un peu comme quand on voit des gens asiatiques, on se dit, mais comment est-ce qu'on va les reconnaître? On a l'impression qu'ils sont tous pareils. Eux disent la même chose de nous, hein, mais bon. Et premier contact, alors c'était un chirurgien qui avait une cinquantaine d'années, qui avait une grande expérience, qui faisait même des allongements de membres, etc., dans des conditions, c'était vraiment un saint, quoi. Alors, premier tour de salle, je me dis, là, je me sentais vraiment pas très bien. Et tous ces pansements étaient bruns, ça, c'était bizarre. En fait, c'était la bétadine qui donnait cette couleur. Bon. Et bon, ça, c'était le premier contact, quoi. Et puis, j'arrive à mon endroit de mission, à Djidiga. Et puis, le chirurgien que je remplaçais, heureusement, était toujours là. Et je vois une patiente qui est en train d'accoucher. Je dis, mon Dieu, que j'ai pas fait. Il y avait les jambes, le thorax, et la tête était coincée. Je dis, mon Dieu, heureusement qu'il était toujours là. Et en fait, cet enfant avait une hydrocéphalie. Et à un moment donné, c'était un chirurgien avec un Congolais qui avait une grosse expérience. Il a donné un petit coup de ciseau, et puis l'enfant est sorti, quoi. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est un peu spécial. Bon, c'était quand même pas facile cette première mission, parce que j'avais vu beaucoup de choses, mais j'avais pas fait énormément de choses. Et peut-être la mission qu'il y a aussi, c'était en Sierra Leone, où là on coupait les mains. Alors quand vous voyez disons à la machette, on se rend compte d'après les traits de fracture, etc., qu'on a pris la main, c'était entre autres un enfant, et qu'on a coupé comme ça. Parce que sinon, on va se protéger, donc on voit que les fractures seraient plutôt sur les côtés latéraux, mais là, c'était vraiment en antérieur. Donc, ils avaient coupé. Ça, quand je suis rentrée, il ne fallait plus nous parler pendant un certain temps de l'Afrique. Ça, c'était... Et alors aussi, nous avions été confinés dans une maison. Disons, quand ça devient très insécure, bon, l'équipe est très réduite. Et qui reste en général, bon, il y a un logisticien, qui reste le chirurgien, un médecin, une infirmière. Et disons que tout ce qui est plutôt les centres de santé, le côté psychologique, ceux-là sont évacués, bien sûr. Et il y a eu les rebelles qui rentraient dans la ville à Beau et on les entendait dans la rue. Ils m'ont dit, peut-être qu'ils ne s'arrêtent pas dans notre maison, parce qu'on savait que c'était éventuellement la machette, etc. Hein. Et là, pendant une semaine, même j'aurais voulu être évacuée, c'était pas possible, quoi. On était vraiment coincés sur place. Par contre, c'était une semaine sur le plan chirurgical qui est une de mes plus belles, parce que comme j'étais sur place, les patients arrivaient avec tous les tendons coupés. Alors parfois, j'allais prendre mon bouquin d'anatomie. Parce que le nombre qui était là ne correspondait pas entre proximal et distal, ça ne correspondait pas tout à fait au même nombre. Et c'est vrai que si vous n'opérez pas rapidement un tendon, il se rétracte. Enfin bon, en plus, ça c'est de la chirurgie traumato, ortho. Enfin là, j'avais appris pas mal de choses. Et alors là aussi, donc là, après la Sierra Leone, il fallait un peu se reposer. Et aussi, alors en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'avais été 2 fois, où là, ils sont très violents, quoi. Donc les gens disent, il y a des problèmes, on ne discute pas, mais on prend la machette et on machette, quoi. J'ai eu un jeune homme comme ça, pour des raisons tout à fait parfois stupides. On a volé un téléphone, on a volé un cochon, parce que pour eux, les cochons, c'est leur or, enfin, c'est très très important. Et un jeune homme qu'on avait même au niveau d'une vertèbre dorsale, alors on était là, on n'est pas bougé, et le gars il bouge, etc. Et puis on se rend compte que finalement, même la mobilité du haut n'engendre pas. Celui-là, il avait dans le dos, au niveau des épaules, tout le visage. Alors au début on court, puis on essaye de faire le mieux possible.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que la machette, ça fait des belles cicatrices, parce que c'est bien net. Peut-être qu'ils l'ont stérilisé avant, j'en doute, mais en général, ça ne s'infectait pas trop, ces trucs-là. J'ai dit, alors je recousais, puis je dis, oh non, c'est pas très bon. Allez, on défait pour que ce soit bien accordé. Non, ça c'était aussi aucune discussion possible, c'est machette, quoi. C'est très primitif. Et quand on m'avait proposé la Papouasie, Karin rencontrait une culture tout à fait particulière. Et alors pour dire que même dans l'hôpital, ils battent. Enfin, disons, le programme, c'était contre les violences sexuelles. Parce qu'en fait, il y a, disons, souvent un thème, quoi. Finalement, c'est s'occuper de l'hôpital et des services, mais disons que c'était contre les violences sexuelles. Il faut dire que l'épouse du directeur de l'hôpital, elle se faisait tabasser par son mari. C'était une violence terrible. Un jour, je me promenais avec un anesthésiste local, et puis on se promène, on arrive dans un jardin de gens, et le mari était en train de battre sa femme. Donc j'ai dit, mais on ne peut pas appeler la police. Oh, la police, elle s'en fout, bon, on ne fait rien. C'est terrible. Hein. Surtout qu'à l'heure actuelle, on insiste beaucoup sur ça, quoi. Ça a toujours existé, hein, mais bon, maintenant, on insiste là-dessus, beaucoup là-dessus. Donc, il y a des missions où c'était assez fort, ou alors quand on quitte, comme au Rwanda, où je suis restée 3 ans, bon, il y a une partie de son cœur qui est quand même là-bas. Ou au Niger, avec la coopération belge aussi, bon, là, c'était différent, bien sûr, parce qu'avec la coopération, là, vous avez votre maison, le niveau de vie est très différent. Là, j'étais en capitale, mais je n'opérais pas j'opérais dans un hôpital, disons, mi-urbain, mi-district, donc qui ressemblait plus à un hôpital, disons, de district, avec une vie quand même très chouette, différente, mais sur le plan, disons, chirurgical, c'est plus épanouissant avec MSF que... La coopération, c'est beaucoup organisationnel. Hein. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller et de faire de la chirurgie, parce qu'il y avait un but de formation des gens. Et sinon, coopération, c'est très supervision et en organisationnel. Je suis très mauvaise. Non, pas ça. Ah oui, une type MSF. Ben oui, par exemple, on va prendre la dernière mission à Bangassou. Et ça, entre nous, il y avait des infirmiers qui avaient des vélos. Et là, j'avais dit, oh, le vélo. Et comme le compound de l'hôpital était très très grand, je dis, oh, ce serait l'occasion de faire. Puis j'avais demandé la pension, oui, tu peux rouler à vélo dans l'hôpital. Alors quand c'était un infirmier qui avait le bon vélo qui faisait la nuit, je me levais même assez tôt pour tourner en rond. Alors, il faut dire que les premières fois que les patients ont vu ça, ils ont rigolé et tout ça, puis après ils s'habituent. Hein. Et donc là, une journée type, c'est à Bangassou, on avait à 7 heures, je crois, c'était 7 heures, pas le tour de salle, le résumé de ce qui s'est passé la nuit, bon, c'est un nom, la passation, comme une passation, si l'on veut. Donc, peut-être 7h30 quand même, 7 heures, c'est un peu tôt. Donc, on se lève, on prend le petit déjeuner, etc. Puis, il y a donc ce partage, disons, matinal où chaque service dit ce qui s'est passé. Bon, entre nous, c'est un peu lent, mais bon. Et puis après, le tour de salle, en fonction des... Moi, je passais dans tous les services. Et puis, alors, il y a le programme opératoire qui commence. Il faut toujours beaucoup pousser parce que c'est très lent. Il y a des pays comme ça où il y avait l'anesthésiste qui m'appelait Mrs. Dupfer, parce que ça m'énervait tellement d'attendre pour qu'on vienne nettoyer que je prenais le truc pour nettoyer moi-même. Enfin, c'était amusant, mais ah oui, non, c'est très très long. Quoi. Alors, parfois, je disais, maintenant, on appelle tous les patients, et les patients, ils s'assiedent l'un à côté de l'autre, et que ça avance, parce que c'est les brancardiers pour ramener le patient, et il faut les appeler, on ne sait jamais où ils sont, et quand c'est des petites opérations, des abcès, des choses ainsi. Et alors, la pause dîner, ça, il faut respecter. Hein, ça, très important en Afrique.
moi, ça ne me dérange pas de continuer, mais ah non, la pause dîner. Donc, il y a l'heure de table, où en général, ils s'en vont, même s'ils sont des cartes. Ils ont leur téléphone, bon. Et puis, alors, l'après-midi, en fonction du programme, s'il y a... Ici, à Bangassou, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la chirurgie programmée, ce qui est assez rare avec MSF, parce qu'MSF fait en général que les urgences. Alors, s'il n'y a pas d'urgence, c'est un peu pénible. Le personnel local est très content, mais le chirurgien, lui, ce qu'il aime le plus, c'est d'opérer et de travailler, quoi. Et alors, les après-midi, souvent, il y a aussi alors des formations ou bien un partage une formation ou des réunions, des meetings, parce que MSF, c'est aussi Meetings sans frontières. Et puis, une fois le coucher du soleil, en général, on termine. Mais moi, j'ai eu des missions comme ça, notamment au Rwanda, où là, j'étais des gardes tout le temps, quoi. Mais il faut dire que la nuit, les gens ne bougeaient pas, quoi. Les gens avaient très peur, donc ils restaient à la maison. Mais moi, j'avais dit, on faisait quasi tout à 3, c'était extraordinaire. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Enfin, je me dis, on est quand même un peu nombreux dans ce bloc opératoire. Bon, ça c'est l'évolution, mais entre 94, non, c'était 96-99, on opérait quasi à 3, quoi. L'anesthésiste, l'aide et moi-même. Et j'avais dit à mon personnel, bon, s'il n'y a rien, vous rentrez. Hein. À l'époque, l'expat pouvait même rouler encore en... Donc on m'appelait, il y a une césarienne, je prenais le 4x4, j'allais sur la colline, chercher l'anesthésiste, chercher l'aide, on faisait la césarienne, et puis je ramenais les gens. Et je trouve que s'il n'y a rien, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, on est de garde, on est appelable jour et nuit, donc il n'y a rien, vous rentrez à la maison. Hein. Mais quand il y a des rôles, pour le personnel infirmier local, bon, ils ont des rôles établis de telle à telle heure, etc. Quoi. Et je me rappelle à Massissi, dans le Nord Kivu, ça c'était des césariennes, mais jour et nuit. Quand on se reposait quand on pouvait, quoi. Bon, c'était pas tout le temps non plus, hein, mais là c'était un peu tout le temps. Mais ça, il faut dire que chirurgien, ici la dernière mission, il y avait les médecins locaux pouvaient faire les césariennes. Donc ça, donc j'étais quand même beaucoup moins appelée. C'était plus pour les trucs digestifs ou quoi, ou s'il y a des résections, des anastomos, ça c'était non. Alors, on avait des jeunes médecins qu'on formait pour des hernies, mais bon, des hernies à la méthode Bassini, hein, pas avec des... Vous avez déjà appris en chirurgie? Pas encore. Parce qu'ici, maintenant, on met presque tout le temps des filets, maintenant, hein, des plaques. Nous, on fait la base, c'est encore un Bassini, parce qu'avant que c'est l'association des corps étrangers aussi, il faut quand même limiter le risque d'infection, parce que c'est vrai que l'Africain, il est quand même très très solide. Moi, j'ai eu des patients qui venaient en marchant alors qu'ils avaient une péritonite, quoi. Ils venaient au bloc opératoire en marchant. C'est incroyable. Très résistant. Très résistant. Un épanouissement professionnel sûrement, oui. Tout en faisant de la chirurgie, je dirais comme ici, à 50 ans, hein, mais une chirurgie basique. Mais on se rend compte que, là, quand je vous parle de l'épidémie de fièvre typhoïde à Mukedi au Congo, j'avais un anesthésiste local, Monsieur Innocent, un infirmier. Nous avons fait, c'était 19 interventions, laparotomie, sans intubation. Ce gars, il est génial, quoi. Je pense que même un anesthésiste européen, il faut l'intubation, etc. Il a plein de drogues. Mon Innocent, il a très peu de drogue. Et je dis, ça pousse un peu, quoi. Alors bon, il dosait ces trucs, c'était extraordinaire, quoi. Donc on peut faire des choses. Et là, bon, c'était des fièvres typhoïdes qui avaient perforé les lions, avec un truc très basique. Hein. À un moment donné, on avait tellement même d'interventions que le champ opératoire était un vieux drap de lit, quoi. Tout fin. On se dit, mon Dieu, mon Dieu.
parce que bon, il y a tout ça. Donc, même la chirurgie, ça peut se faire de façon basique et avoir des bons résultats, quoi. Donc ça, sur le plan chirurgical, enfin, sur le plan professionnel, c'est vraiment très chouette. Il y a le plan humain aussi, de rencontrer plein de gens. Mais c'est vrai qu'il y a des missions, j'étais au Timor, je suis restée 18 mois, j'ai vu quasi 70 personnes défiler. C'était considéré comme une mission d'urgence. Quand j'y étais, c'était plus très urgent, hein, parce que la plage n'était pas très très loin, le week-end on pouvait descendre à la plage, et les gens ne venaient pas à l'hôpital, les patients, ils venaient vraiment en dernière extrémité. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a un peu marre de raconter, ah oui, tout à fait quoi comme mission. On avait presque envie de dire, allez voilà, et la cassette... Je vais raconter tout le temps la même chose. Mais de toutes ces personnes, j'ai gardé des contacts avec vraiment amis, relativement peu de gens. Mais bon, on va au bureau MSF et c'est très, très chaleureux, quoi. C'est vraiment une grande famille, quoi. C'est très gai. Mais des contacts, disons, plus vraiment amis, c'est quand même limité. Ça, mais des connaissances, oui, beaucoup. Comme ça, j'ai eu l'occasion, en étant en Papouasie, d'aller 2 fois en Australie. C'était un couple qui s'était connu au Timor. Et bon, ben, j'appelle ça ma famille australienne, quoi. Donc, c'était très chouette aussi. Et puis de rencontrer, comme je dis, des cultures différentes. Parce que nous vivons ensemble, bien sûr. Hein. Parfois, c'est un peu... Quand on prend la douche, c'est qu'il y en a qui se raclent la gorge. On se dit, bon Dieu, ok, ouais, c'est quand même... hein. Mais bon, ça, il faut vivre avec, quoi, comme on dit. Mais je pense que nous, on fait des choses aussi qui doivent l'échapper, quoi. Surtout des gens qui ont une culture, qui ont des cultures arabes aussi, quand même, en étant une femme qui se promène en short. Enfin bon, maintenant, short, c'est plus de mon âge. Pour donner un exemple, quand je suis allée au Niger, j'avais téléphoné à l'ambassade, je vais vous poser une question un peu bizarre. Je dis, mais est-ce qu'on peut se promener en Bermuda en sachant que le Niger est quand même à plus de 90% musulmans? Oui, il n'y a pas de problème. Parce que moi, la première chose que j'ai faite, arrivé au Niger, c'est d'acheter un vélo. Et donc, j'étais tout le temps à vélo. Je n'ai jamais été embêtée. Bon, ce n'était pas un short ultra court, hein, elle est quand même jusqu'aux genoux. Alors, c'est très drôle parce que nous, les genoux, pour nous, c'est rien de sexuel avoir un genou, mais pour les Africains, oui. Par contre, nous, on voit des seins, et là, les seins, les mamans donnent le sein. Ça, c'est très, très culturel, quoi. Alors, il m'avait dit, oh oui, au mois d'avril, mec, quand t'as 45 degrés, vous n'irez plus à vélo. J'ai tenu bon, non, à vélo. J'ai quand même eu 2-3 accidents, mais bon. Non, c'est très enrichissant, de toute façon. Alors parfois, ça aussi, plus on prend de l'âge, parfois c'est difficile d'accepter aussi des règles données par des petits jeunes. Il y avait ça en Sierra Leone, une petite jeune qui arrive, des règles de sécurité. Tu viens d'arriver, cocotte, hein, bon... Il y a eu comme ça ce fameux chirurgien que je dis d'Éthiopie, la Bernard Mandrella, à un moment donné, il n'acceptait plus ce genre de choses, quoi. Le gars il est allé à Kismayo en Somalie, il jugeait quand je dois quitter, quoi. Mais bon, il y a des règles à suivre, quoi. C'est comme le Covid, les règles, parfois on se dit, bon, c'est un peu stupide. Hein. Vous pouvez prendre le train, on est des gens même debout tellement il y a du monde, mais bon, hein. Il y a 2 poids et 2 mesures. Hein. Au départ, non. Mais disons, ça m'a vraiment énormément plu. Et puis, il y avait eu donc l'Éthiopie, l'Angola, Sierra Leone, puis il y a eu le Rwanda, où ça c'était... Bon, la vie était quand même... on était dans une chouette maison. Lui, j'étais tout le temps de garde, mais c'était très chouette. Je prenais mon vélo pour aller à l'hôpital, je revenais, j'allais... Il y avait une piscine locale où j'allais à la piscine. Pour dire, pendant 2 années et 3 quarts, à part le retour une fois par an, je n'ai pas pris de vacances durant l'année. C'était à vélo, il y avait la piscine, une magnifique région. Je ne sentais pas le besoin de partir en vacances, quoi. C'était super chouette, quoi. Et puis après,
Puis il y a eu la coopération belge, où là c'est quand même une autre façon de vivre. Et puis après je suis repartie avec MSF. Non, un peu la vie qui a fait que. Voilà, comme ça. Ah ben, il y en a plein, bien sûr. Hein. Je vais te raconter, ça c'est au Nord Kivu, pour entre autres parler aussi de la neutralité des MSF. On nous appelle, vous voyez le Nord Kivu, c'est toutes les collines, enfin c'est un peu à côté du Rwanda, ils appellent ça la Suisse africaine. Hein. Ils font même les fromages là, comme du Gouda, enfin, excellent, hein, ça se fait, etc. Et donc on nous appelle pour une maman, l'accouchement, elle n'arrive pas à accoucher. Alors il y avait une gynécologue et puis on me propose d'y aller parce qu'en fait le chef local qui n'était pas médical, il pensait que j'allais faire la césarienne là-bas. Enfin, on n'a pas fait une césarienne en plein dans le bled quand même. Hein. On n'est pas du temps des Égyptiens. Hein. Et donc oui, et puis je voyais la tête de la gynécologue. On a bien aimé partir aussi. Je ne sais pas pourquoi il m'a proposé. Enfin bref, donc on part d'une région qui est sous l'emprise du gouvernement, hein, à Massissi, et puis on descend. Il faut dire, le Nord Kivu, c'est superbe, mais il ne faut pas y aller avec des petites chaussures. Hein. Il fait froid, il pleut chaque jour. C'est aussi une anecdote. Il y avait un confrère africain que je vois à Goma avant de partir en mission. Je revenais, je crois que j'avais fini, et puis je le vois avec son beau petit costume et ses petites chaussures. Je dis, ah, tu vas à Massissi. Je dis, quoi, tu as intérêt à aller acheter des bottes et des gros pulls parce que petit costume, c'est pas vraiment ça. Et donc voilà, nous descendons quand même de la hauteur, plus bas, et puis on va dire bonjour aux UN pour voir si c'est pas trop insécure. Là, on prend le petit déjeuner, c'était des pas pakistanais, hein, et puis on continue, on arrive dans la région rebelle, où sur le chemin, on croit, je crois il s'appelait le colonel Toussaint, je ne sais pas trop, mais qui est un des chefs des rebelles, quoi. Hein. Et nous, avec notre voiture, on arrive, hein, ah bonjour, puis on dit ça s'arrête, et puis il y a un petit jeune avec la calache comme ça, et puis il me dit oh, et puis il me montre son ventre, je l'avais opéré, c'était trop drôle. Hein. Je dis bon, ça va être plus en sécurité, parce que le matin ça va, mais l'après-midi, quand ils ont un petit peu sur l'emprise de ces 2H5OH, et qu'ils ont la calache là tout près, on se sent quand même moins en sécurité. Donc on continue. Je crois qu'on aurait été aussi vite à pied qu'en voiture, tellement on était dans la boue, la voiture, il fallait la tirer. Enfin, c'était vraiment l'aventure. On arrive, on trouve la patiente, bon, on la met dans l'auto, on repart, on rencontre de nouveau ce fameux colonel chef des rebelles, puis on arrive à l'hôpital, et puis il y a la gynéco qui me dit on va faire la césarienne. Je dis moi je vais faire la césarienne, la cerise sur le gâteau. Et là, l'enfant était mort, hein, ça avait trop duré. Mais c'était quand même une belle aventure. Quoi. Ça, et c'est vrai qu'on a des choses quand même extraordinaires. On arrive avec le petit avion là, sur un champ de patates, je dirais, hein, où il y a des gens, ça c'était au Sud-Soudan, où quand l'avion arrive, il y a plein de personnel, où on engage des gens qui se mettent le long de la piste pour éviter que les animaux ne traversent la piste. Quoi. Alors vous arrivez, vous voyez un avion qui s'est crashé. Ok, bon. Alors là, il vaut mieux aller en saison sèche, parce qu'en saison des pluies, on n'est jamais sûr que l'avion arrive, parce qu'il s'enfonce dans la latérite. Quoi. Il y a des choses assez extraordinaires. Et on est payé pour faire ça, c'est quand même formidable. Oui, non, c'est... Il y a plein d'anecdotes. Hein. En Papouasie, il y avait un chien, pour montrer la violence des gens, on lui avait coupé 2 pattes, parce qu'il avait volé et peut-être bouffé 2 poules. Et donc, ce pauvre chien, Bambi qui s'appelait, moi j'avais pris les restes de nourriture, on lui donnait au chien. Alors en plus, comme il y avait plusieurs chiens dans le compound, il fallait écarter les autres, parce que le pauvre Bambi, avec seulement ses 2 pattes, ne voit-il pas qu'il s'était pris d'amitié pour moi? Alors, quand j'allais le soir au bloc opératoire, c'était dans l'enceinte de l'hôpital, eh bien, Bambi me suivait.
Et alors, il attendait devant le bloc opératoire. Alors, j'ai eu des photos extraordinaires où il y a le bloc opératoire et on voit le chien qui attend devant. Et je suis retournée un an après. Alors, entre-temps, c'était une femelle, elle avait eu des petits. Elle était devenue un peu agressive. Mais on avait des confrères africains et les chiens, ils n'aiment pas trop. Nous, on les caresse. Pour eux, le chien, c'est un gardien. Mais elle avait quand même repris l'habitude, puis je lui apportais de la nourriture. Quoi. Et donc, il y avait quand même et les gens m'avaient dit, mais tu devrais la ramener en Europe. J'ai dit, puis il fallait passer par l'Australie. L'Australie, où là, on enlève déjà, quand on vient d'un pays étranger, ils enlèvent vos chaussures, ils enlèvent les petites poussières, parce qu'ils ont très peur qu'on amène des saloperies. Et puis, j'aurais dit, oh, avec un chien avec 2 pattes ici. Bien, on met des prothèses aux chiens aussi, hein, mais quand même pas, quoi. Oui, des anecdotes quand même un peu. Non, il y en a, on peut en raconter vraiment énormément. Au Niger aussi, ça c'était très drôle. Donc ça, c'est pas MSF. J'allais aussi toujours à vélo. Et alors, il y avait le chemin, disons, le plus direct. Alors, le chemin des écoliers, j'allais un peu plus loin que l'hôpital. Et puis, on mettait le vélo sur la pirogue et on traversait le fleuve. Alors, en décembre, c'est le moment où le fleuve est le plus large. Où là, c'était presque 1 kilomètre de traversée. Donc ça, c'était très chouette. Et alors, en saison plus sèche, il y avait un endroit où on pouvait même traverser à pied le fleuve. Alors, quand on raconte l'histoire de... C'est Moïse oui, c'est ça. Hein. Non, il y a des endroits où on peut passer, même le fleuve Niger, on a de l'eau jusqu'à la taille. Il faut connaître l'endroit, bien sûr. Et alors, un jour, je voyais des gens... Et alors, la pirogue, elle est à ça de l'eau, hein, vraiment... Et puis on met mon vélo dedans, et puis je vois des gens qui arrivent avec la moto. Je dis, non, mais c'est la moto, moi je descends. Non, 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 non. Puis bon, ça a passé, hein, mais il faut dire, si le vélo tombe dans l'eau, c'est fini. Hein. Alors il y a des gens qui ne savent pas nager, quoi. Alors, ils ont confiance dans le pagailleur. Quoi. Non, non, c'était génial. Quoi. Et alors là, on arrivait dans l'endroit où ils faisaient les cultures. Alors on dit aussi, ah oui, là-bas, il n'y a pas beaucoup de pesticides. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des endroits où ils testent en plus des produits, disons. Donc ce n'est pas vraiment plus biologique là-bas, peut-être encore moins qu'ici. Et oui, non, le Niger, c'était différent. C'était quand même très chouette aussi, mais bon, c'était une vie plus... ouais. Et alors, le bivouac le week-end. J'avais l'occasion aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer les sœurs de Mère Teresa, où le samedi matin, comme avec la coopération, on ne travaillait pas, alors j'ai donné un petit coup de main. Alors il m'avait assis, enfin, il faisait des consultations tous les jours, mais c'était des consultations, voire sans patient, c'était température palue, etc., ou antibiotiques. Et alors le samedi matin, il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Lorraine, c'était une Française. Et alors, elle a donné mon avis pour son notion de médecine, quand même pas très, très futée. Alors, il y avait un truc extraordinaire, je vois un gamin, mais comme un bonhomme Michelin, quoi. J'étais quand même très fière, parce que... bon, ok, il est gonflé, il a des œdèmes partout. Et alors, je ne sais pas comment j'ai osé, on m'a donné un traitement de Lasix et de digoxine. Maintenant, on n'utilise plus le Digitalic, je crois. Plus digoxine, mais c'était quand même un très bon médicament. Et je le revois une semaine après, je ne l'avais pas reconnu, quoi. Il avait fondu, quoi. Ça, c'était assez extraordinaire, quoi. Et alors un jour aussi, j'ai fait un diagnostic pas mal. Je vois un gamin. Vous avez fait de la pathologie, pas beaucoup encore. En urologie, il raconte qu'il arrive à marcher très difficilement. Et dans sa famille, on pose un peu des questions, les enfants ils vivent pas très longtemps dans la famille, etc. Et là, je vois les gros mollets, la maladie de Duchenne. Bon, je suppose que c'était ça. Bon, il me dit peut-être quand même, ça devait être ça, probablement, bon, de toute façon. Et alors ça, c'était aussi très drôle. C'est aussi une anecdote. Je m'entendais très bien avec cette sœur, et là, il y avait un enfant qui avait une hydrocéphalie, et alors un autre enfant qui avait des pieds beaux. Alors je lui pose la question, je dis, voilà ma sœur, vous avez une certaine somme d'argent,
de quel enfant va-t-on s'occuper? Alors, elle, c'était l'hydrocéphalie, parce qu'il risque de mourir. Je dis, oui, mais son avenir, un hydrocéphale qui est déjà comme ça, même si on draine, etc., avec le risque infectieux, etc. Moi, je dis, moi, je donnerais l'argent pour les pieds-beaux, parce que les pieds-beaux, une fois qu'il a tout son avenir, quoi, elle n'était pas d'accord, quoi. Donc, c'était plutôt sauver la vie plutôt que sauver la qualité de vie. Ça aussi, c'est une rencontre extraordinaire. Quand j'étais au Rwanda, il y a une religieuse qui travaille pas très loin de Butare, dans le sud du Rwanda, qui est extraordinaire. C'est une chirurgienne et elle fait tout, cette dame, quoi. Elle a reçu un prix de reconnaissance. Et comme j'ai eu l'occasion d'aller au Congo, ou même quand j'étais dans les pays pas très loin, plusieurs fois je suis repassée par le Rwanda, quand j'allais la visiter, mais c'était quelqu'un comme une sœur Teresa. Ça, c'est vraiment sauver la vie, une personne qui peut tout faire. Et on rencontre des gens extraordinaires. C'est loin d'être moi, mais Docteur Outa, ça c'est waouh, génial, quoi. Je dis c'est une expérience. Moi j'ai connu la période aussi, je crois, où les garçons devaient encore faire le service militaire, je pense. Et donc ils pouvaient faire un service civil. Donc à l'époque, il y avait pas mal de gens qui partaient en service civil avec MSF. Maintenant, comme il manque beaucoup de médecins, disons qu'il faut vraiment vouloir faire de l'humanitaire. Je dis que c'est une expérience assez extraordinaire et qui peut servir même après dans la vie, parce que ça remet quand même un peu les pendules à l'heure. Parce que quand maintenant, c'est des missions plus courtes, mais malgré tout, quand je reviens comme ça de mission, et vous allez au carrefour, que choisir, quoi. On va aller yaourt, biscuits, des quantités inimaginables. Je dis, mon Dieu, on vit quand même dans un pays de cocagne, malgré tout ce que l'on dit. Et sur le plan médical aussi, c'est une expérience quand même très intéressante, très enrichissante. Mais c'est quelqu'un qui veut faire un cursus, disons, en Belgique. On comprend aussi que, enfin, s'il y a beaucoup de places disponibles, c'est évident que, mais à cette époque-là, si les gens partaient, ils risquaient en revenant d'avoir du mal pour trouver une patientèle. Ici, maintenant, je pense que le problème ne se pose pas parce qu'il manque beaucoup de médecins. C'est une expérience, et sur le plan humain, et sur le plan médical. Mais avec le problème que pour un généraliste, vous devez faire. Donc, je crois que c'est quand même. Est-ce que c'est 6 mois ou 1 an de médecine tropicale, et comme ça change tout le temps. C'est quand même très enrichissant. Alors, si vous avez faire une carrière avec une coopération, quoi, ça c'est quand même une vie quand même fort différente, parce que vous vivez quand même en capitale, pas désagréable, mais c'est quand même très différent, quoi. Ça, oui. Oui, mais ça c'est l'aléa de ma vie qui a fait que c'est pas ça que je pensais quand j'étais adolescente, c'est pas ça que je rêvais, je dirais. Disons, comme la vie s'est présentée, je dis non, ça s'est fait ainsi, mais j'aurais eu, disons, un parcours, disons, familial différent. J'ai perdu mes parents très très jeunes et c'est comme ça que bon, j'ai fait ce truc-là qui a fait que j'ai pas eu une vie normale. J'aurais eu mes parents, j'aurais pas du tout fait ça, quoi. Non. J'aurais eu un parcours tout à fait, disons, j'aurais peut-être fait la kiné et l'éducation physique. Non. J'aurais eu un parcours. C'est vraiment la vie qui a fait que ça s'est fait ainsi et puis que j'ai apprécié, bien sûr. Mais ça, je pense qu'il y a des. On m'aurait dit que j'allais faire ça quand j'étais ado. C'est la folie. Non. Moi, j'étais, excusez bien mon petit mouchoir avant de partir, etc. Non, non, pas du tout.
De rencontrer énormément de cultures, de voir plein de choses, de rencontrer, je dis, des gens extraordinaires, oui. C'est stupide aussi, mais bon. Mais et des gens qui se croient. Mais bon, ça, il y a de tout dans le monde, mais non, ceux-là, on les oublie. Non, des choses formidables, quoi. Que la vie, ça vaut la peine d'être vécue. Enfin, des anecdotes, ça aussi une anecdote, quand je vais en Papouasie, alors en Papouasie, c'est pas à côté de la porte, hein, oui, c'était la Papouasie. Puis je me retrouve à Singapour, qui est un aéroport extraordinaire. Et puis je vois, les Papous, ils sont quand même très typiques. Et puis je vois, je dis, ah, vous allez à Port Moresby, oui, hop. On suit ensemble, alors qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc bon, il y a un contact qui s'établit assez extraordinaire. Oui, non, je pense que sur le plan humain, c'est très riche. Et je dirais aux gens qui veulent vraiment sentir ce que MSF, pas la capitale, ça c'est déjà, parce que quand je vois les petits jeunes là en capitale, bon, c'est un peu... Oui, ce soir, on fait la fête, ça faut faire mourir, vous ne verrez pas. Mais c'est tout à fait différent, quoi. Cette vie en capitale. Moi, c'est ça qui m'a, disons, arrêté à partir maintenant en mission. Enfin, maintenant, j'espère qu'avec le vaccin, ce sera plus facile. Mais je devais partir au Sud-Soudan en avril. Il fallait rester, je ne sais pas combien de temps, en capitale avant d'aller sur le terrain, quoi. Et c'était déjà une mission qui était courte. Je dis, oh, non, hein. Et ici, c'était retourné en République centrafricaine. Entre nous, ça a pété, donc, parce qu'il y a eu des élections, etc. Ça a été vraiment, la ville a quasi été même prise, etc. L'endroit où je devais aller a été pris par les rebelles. J'ai entendu que bon, l'hôpital n'a pas été touché, mais il fallait rester au départ 3 semaines, 15 jours, une semaine. Rester une semaine dans une chambre sans pouvoir bouger avant d'aller sur le terrain à cause du Covid. Hein. Non. En général, quand j'arrive dans une mission, souvent, parfois on fait même la passation avec le chirurgien précédent, parfois sur le tarmac, quoi, parce qu'il y a eu des problèmes d'avion, etc. Et le plus vite partir sur le terrain, quoi. Ah non. Parce que tout c'est blabla. Après X mission, parfois on me dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a l'électricité, etc. Mais bon, c'est un peu toujours quand même la même chose. Hein. Et les passations au bloc, c'est savoir où sont les fils, où sont les trucs. Bon. Alors ça aussi, ça a évolué. Maintenant, souvent, on a même un instrumentiste. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir un instrumentiste. Moi, je le prends moi-même. J'ai des photos. Ma table, c'est un fouillis. Mais je sais, c'est comme chez moi. Hein. Je sais où ça se trouve. Il y a beaucoup de bazar, mais je sais où sont mes affaires. Et quand je mets de l'ordre, après, je ne sais plus où sont mes affaires. Mais non, je dis, on a fait des interventions et des grosses laparotomies avec des perforations. On était 2, quoi. Et alors ça aussi, comme au Rwanda, moi, j'ai eu des élèves infirmières qui m'aidaient, quoi. Alors moi, le médecin, je préfère celle-là parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. Et je veux que la chirurgie, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein. Quelqu'un vous aide, il a les phares à bœuf, et ne bouge pas, quoi. Je dis, mais c'est pas là que je suis, mais les phares à bœuf où je suis. Et ça, c'est donné ou pas. Moi, j'étais au Sud-Soudan, quelqu'un qui m'aidait, il n'était pas infirmier, il n'était rien du tout, mais il m'aidait super bien, quoi. En plus, là, au Sud-Soudan, ils sont très, très minces, très maigres, mais très longs, donc ils ont un bras de levier terrible. Hein. Ils ont cette force de physique. Mais non, c'est pas toujours les gens qui ont les papiers qui sont les meilleurs pour aider. Ouf, non.